Jean-Christophe Maréchal nous rejoint pour introduire cette session 3. Vous avez le choix entre le pupitre, le micro, en tout cas vous avez une télécommande à votre, voilà, et un timer qui va se remettre voilà, à zéro pour calibrer votre intervention à 30 minutes, dont un temps d'échange avec la salle, c'est vous qui voyez. Vous êtes hydrogéologue, spécialiste des nappes aquifères et de l'eau souterraine, responsable de l'unité pluridisciplinaire Nouvelles ressources en eau et économie du BRGM. Vous êtes aussi directeur adjoint de l'UMR Gestion de l'eau au 90. Chercheurs et ingénieurs permanents travaillent dans une approche transdisciplinaire. C'est ça qui est intéressant sur ces questions de gestion intégrée et adaptative de l'eau. On verra d'ailleurs si vraiment tout le monde est bien représenté pour avoir cette vision la plus large possible et pour décider. Quel est l'impact du changement climatique sur les ressources en eau souterraine et notamment dans les contextes de sécheresse? C'est ce que vous allez nous expliquer. Merci d'avance. C'est ça. Bonjour à tous et merci beaucoup. Donc effectivement, on va voyager un petit peu sous terre. Là, on va se balader sous nos pieds pour un petit peu regarder ce qui se passe dans nos nappes, dans ces nappes aquifères dont on parle de plus en plus dans les médias. Je suis moi-même hydrogéologue, donc mon métier, c'est d'étudier ces réservoirs un peu particuliers. Alors, on a parlé tout à l'heure de température, de précipitation, et en fait, ces nappes, elles sont évidemment partie intégrante du cycle de l'eau. Et lorsqu'il pleut, on a une partie de l'eau qui s'en va, qui est évaporée, transpirée par la végétation. Il y a une partie qui ruisselle, et en fin de compte, il y a une troisième partie qui va s'infiltrer et s'infiltrer dans le sous-sol et rejoindre ce qu'on appelle les nappes aquifères. En progressant dans le sous-sol, elles vont rencontrer des zones imperméables, et puis elles vont commencer à s'accumuler, et puis saturer les vides qu'il y a dans le sous-sol et constituer ce qu'on appelle une nappe. La partie saturée, on en a parlé ce matin, d'une partie saturée et d'une non saturée. L'ensemble constitue ce qu'on appelle un aquifère, et la partie qui est saturée, donc qui est pleine d'eau, c'est ce qu'on appelle la nappe. Alors, la France est un grand et beau pays avec une très très grande diversité géologique et donc une très grande diversité hydrogéologique également. Vous avez une carte géologique de la France au milieu et on retrouve en France en fait tous les types d'aquifères qu'on peut trouver dans le monde avec dans un premier temps ces nappes alluviales qui ont été les premières historiquement à avoir été exploitées puisqu'elles sont le long des voies navigables et de communication. Et donc elles se développent en fait dans les dépôts sédimentaires qui sont liés aux rivières et aux fleuves. Et finalement, c'était des sources d'eau souterraines assez simples et assez faciles à exploiter. Puis progressivement, l'homme a dû faire appel à des ressources un peu plus compliquées. Notamment, on s'est attaqué à ce qu'on appelle le milieu fissuré, là où l'eau circule dans des petites fractures de la roche dure. Et donc, en fait, c'est l'ensemble de la connexion, de l'interconnectivité entre tous ces réseaux de fractures qui vont constituer une nappe aquifère. C'est le cas, par exemple, des bassins sédimentaires. On est sur un bassin, le bassin de Paris, il y a le bassin d'Aquitaine également, qui fait l'objet d'exploitations en eau souterraine assez importantes. Un mot sur les aquifères karstiques, qui sont très présents en France et très importants. Moi-même, je viens de Montpellier, vous l'avez sans doute remarqué à mon accent. Et à Montpellier, la ville est alimentée par une source karstique assez importante, qui est la source du Lez, et qui représente en fait le deuxième plus gros pompage d'eau souterraine au monde. Donc c'est une source qui, en un point donné, permet d'alimenter à peu près 350 à 400 000 habitants de la métropole de Montpellier. Et puis on a les aquifères fissurés dans ce qu'on appelle le socle, c'est tous les massifs armoricains et puis massifs central, qui ont des ressources en eau moins importantes, mais qui peuvent suffire à alimenter un hameau, un petit village. C'est aussi ce type d'aquifère qu'on trouve énormément en Afrique, par exemple, et qui a fait l'objet de toutes les investigations d'hydraulique villageoise. Alors, quand on parle de sécheresse, on a parlé des sols et de la sécheresse météorologique tout à l'heure. Évidemment, la sécheresse des nappes, on se place sur une autre dynamique dans le temps, puisque les nappes, elles ont des fonctionnements beaucoup plus inertiels que les sols et peuvent stocker l'eau beaucoup plus longtemps. On est sur des périodes de temps qui sont de la semaine, au mois, voire à l'année, voire à des dizaines, des centaines, voire des milliers d'années. Alors,
Même si on a des temps beaucoup plus longs, on a également une certaine diversité au sein de ces aquifères. En fonction de la géologie, comme je vous le montrais avant, on a aussi des nappes qui ont des inerties différentes. On va parler de nappes réactives et de nappes inertielles, les dernières étant plus résilientes au changement climatique, les premières étant par contre plus sensibles et plus vulnérables, dans la mesure où un épisode de sec ou chaud va induire assez rapidement et assez directement une baisse du niveau de la nappe. Alors, on parle beaucoup, on a beaucoup parlé ces derniers temps des écosystèmes et de ce cadre d'analyse des services écosystémiques. Et malheureusement, les nappes aquifères sont un peu négligées et un peu oubliées dans ce cadre d'analyse. On essaie de faire en sorte de les intégrer dans la mesure où elles constituent d'une part, dans un premier temps, un écosystème. Il y a une microfaune qui est au sein de ces aquifères. Mais aussi elle rend un certain nombre de services écosystémiques très importants pour nous, notamment en produisant beaucoup d'eau de qualité. Et puis finalement, ce qui est très bien avec les nappes, c'est qu'elles produisent de l'eau de qualité, mais elles l'amènent sous nos pieds, puisqu'elles font aussi un peu le réseau de distribution, puisqu'on peut faire un forage et puis avoir l'eau assez, entre guillemets, facilement, par rapport notamment à un réseau hydrographique où il faut se déplacer. Et puis ces eaux, elles circulent. Il faut voir ces systèmes comme des systèmes dynamiques, avec de l'eau qui s'infiltre à l'amont et qui va ressortir dans les rivières. Et donc elles rendent des services écosystémiques aux écosystèmes aquatiques qui sont associés. Les zones humides, on en parlait ce matin, les rivières, une grande partie du débit d'étiage des rivières et des fleuves provient essentiellement des nappes aquifères durant l'été. Alors, en termes de consommation, là, je vous ai donné quelques chiffres d'usage en France de l'eau. Vous voyez que les eaux souterraines représentent presque 6 milliards de mètres cubes de prélèvements par an et qu'elles dépassent maintenant les eaux de surface. Les eaux souterraines représentent, par exemple, 2/3 de l'eau potable que nous consommons sur le territoire français. Donc vous pouvez imaginer en termes d'impact socio-économique les problèmes qui peuvent surgir d'une problématique de sécheresse des nappes. Alors, c'est vrai qu'elles sont sous nos pieds, elles sont invisibles, mais on a un certain nombre d'outils pour les surveiller, pour les suivre. En l'occurrence, on va les surveiller grâce aux sources, c'est l'endroit où elles ressortent naturellement, et puis grâce au forage qu'on peut trouver sur le territoire. Et donc c'est une des missions de notre établissement, le BRGM, de surveiller les nappes pour produire régulièrement un bulletin de situation hydrologique que vous connaissez maintenant tous et dont on parle pas mal dans les médias. Donc vous avez ici deux extraits de ce bulletin. J'ai repris le dernier bulletin qui est à gauche, qui est celui où on voit le bleu qui domine. Donc ça veut dire qu'on est dans une situation en ce moment au niveau des nappes aquifères qui est plutôt favorable. Donc ça veut dire qu'on a des niveaux de nappes qui sont plutôt supérieurs aux moyennes à cette époque-ci, sauf, on en parlait ce matin, des Pyrénées-Orientales, qui est le gros point rouge que vous voyez en bas, qui est toujours présent. Alors, on a eu beaucoup de pluie ces derniers temps. Vous voyez, à titre de comparaison, l'état des nappes à peu près à la même époque en l'année dernière, en 2023. Vous voyez que les couleurs sont beaucoup moins favorables, avec beaucoup de zones jaunes et rouges, oranges, avec des niveaux de nappes qui étaient inférieurs au normal pour la saison. Alors, je reviens maintenant à cette notion d'impact. Comme je vous l'ai dit, ces nappes contribuent aux eaux superficielles. Donc, une baisse du niveau des nappes souterraines va créer une baisse des débits d'étiage assez mécaniquement des cours d'eau en période d'été, et donc une augmentation de la durée des assecs. Thibaut Datry parlait ce matin des rivières intermittentes, clairement, et du lien potentiellement avec la baisse des nappes. Donc plus la nappe baisse, plus la rivière associée aura des assecs longs et sera potentiellement intermittente.
Il y a également évidemment l'assèchement des sources et des zones humides, et puis des impacts sur les faunes et la flore associées. Alors, il y a un impact également pour nous en tant qu'usagers de l'eau souterraine, puisqu'on observe des baisses des rendements des forages, donc on peut prélever moins, évidemment, et puis potentiellement une dégradation de la qualité. Alors, un autre exemple, un autre impact, c'est la problématique de l'intrusion saline en zone côtière, où là, on a une interface entre l'eau salée de la mer et l'eau douce de l'aquifère. Et du fait du contraste de densité entre l'eau de mer et l'eau douce, on a une progression donc, de l'eau salée à l'intérieur des terres. Et donc, on a une interface qui se crée entre l'eau douce et l'eau salée. Ça veut dire qu'on peut quand même exploiter l'eau douce qui est située donc, à proximité de la mer, mais il faut faire très attention. Et puis, la problématique, c'est que ce biseau peut progresser du fait de la baisse de la recharge de la nappe, du fait du changement climatique, et de la hausse du niveau de la mer. Ces deux phénomènes vont créer une propagation et une intrusion plus importante de ce biseau salé à l'intérieur des terres. Un mot sur la notion de sécheresse. Alors, c'est compliqué je dirais que j'ai l'impression que c'est plus compliqué de parler de sécheresse des nappes que peut-être du sol et de sécheresse météorologique, dans la mesure où je pense que le niveau des nappes, il varie au cours du temps en fonction de l'infiltration et de la recharge naturelle, qui elle-même est fonction du climat. Mais également, c'est fonction également de tout ce qui sort naturellement des nappes, au travers des sources et vers les rivières, et ce que nous, on prélève également. Donc en fait, prévoir l'état d'une nappe dans quelques années, voire en 2100, on est obligé de faire des hypothèses également sur le niveau des prélèvements qu'on va avoir au sein de ces nappes. Donc on conduit quand même cet exercice de prévision de la sécheresse en intégrant les prévisions saisonnières de Météo France et puis en tenant compte là de ce que je vous parlais précédemment, de l'inertie ou du caractère réactif des nappes. Et vous voyez ici les prévisions de cette année, donc pour cet été, sur les potentielles sécheresses des nappes au niveau de la France. Un mot sur ce qui se passe en dehors de la France et à l'international. Dans le monde, les nappes sont extrêmement exploitées. Vous voyez ici un peu un état de la pénurie d'eau souterraine à l'échelle mondiale. C'est en fait un ratio des prélèvements actuels sur la recharge des nappes. Donc ça vous donne un peu une idée du taux d'exploitation, du taux de pompage qu'on peut avoir sur les nappes. Évidemment, les zones bleues sont celles où on pompe moins par rapport à ce qui se recharge naturellement. Les zones oranges et rouges sont celles où on pompe plus. Même les zones rouges sont des zones qui sont en déséquilibre, donc avec un excès de pompage par rapport à la recharge naturelle. On voit sortir des pays comme l'Arabie Saoudite, on voit aussi l'Inde. L'Inde, ça vaut la peine d'en dire un mot, c'est un peu le champion du monde de l'exploitation des eaux souterraines avec... à l'heure actuelle, probablement plus de 25 millions de forages. Le sol indien est un véritable gruyère de forage, d'exploitation des eaux souterraines. Et le pays a probablement réussi sa révolution verte dans les années 60-70 grâce au levier de l'eau souterraine, en fait. Mais malheureusement, on constate donc une baisse chronique du niveau des nappes dans le pays, qui met vraiment en danger une grande partie de la population, sans doute des centaines de millions de personnes qui dépendent de cette ressource vraiment précieuse. D'autres pays, on a des développements, notamment je pense au Maghreb, où on a eu des développements de l'irrigation pour l'arboriculture, par exemple. J'étais au Maroc il y a 2 semaines, on visitait une nappe donc avec mon collègue économiste qui a baissé de presque 100 mètres en 20 ans. Donc les forages sont arrivés entre 2000 et 2005, et là vraiment le paysage est asséché, les ouettes sont totalement secs, il n'y a plus de sources, il n'y a plus de zones humides évidemment, et les nappes sont maintenant, les agriculteurs sont obligés de creuser de plus en plus profondément pour atteindre l'eau souterraine. Alors,
je vous l'ai dit, c'est délicat de parler d'un horizon lointain et d'état des nappes du fait que ça dépend très fortement donc, des prélèvements. Mais on a quand même fait l'exercice de regarder dans le cadre du projet Explore 2 de l'impact du changement climatique potentiellement sur la recharge naturelle des nappes aquifères. Et on voit que la situation est plus tendue évidemment sur la partie sud de la France, sur la moitié sud. Ce n'est pas catastrophique en termes de pluie annuelle. Par contre, l'inquiétude, elle réside dans la répartition dynamique de la pluie. On a parlé beaucoup ce matin de plus en plus d'épisodes intenses avec des pluies importantes puis des sécheresses importantes. Ces pluies intenses ne sont pas favorables à l'infiltration, elles sont plutôt favorables au ruissellement évidemment. Et donc, si la prévision en termes de volume annuel qui potentiellement est disponible pour la recharge, elle n'est pas catastrophique dans les scénarios actuels. On peut s'inquiéter quand même par rapport à la dynamique et à la répartition au cours de l'année des flux d'eau du point de vue météorologique. Voilà, donc je vais juste conclure très rapidement. Je vous l'ai dit, moi, ce qui me semble aussi quand même important, je dirais pour l'objet eau souterraine et ce réservoir de nappes aquifères, c'est également l'évolution de nos prélèvements, de nos taux de pompage en réaction au changement climatique. Le changement climatique va impacter probablement les nappes, c'est clair, mais notre comportement en réaction à ce changement climatique pour irriguer, pour nos divers usages, va être également, lui, être très très important pour le devenir de nos nappes. Je vous remercie. Merci beaucoup. La carte internationale était assez frappante. L'Inde est passée de orange à rouge en raison des prélèvements ou aussi en raison d'un impact climatique. Enfin, du coup, c'est assez... Non, c'est essentiellement les prélèvements. C'est essentiellement les prélèvements. Oui, et nous, on est en orange. Les prélèvements sont vraiment énormes. Oui. Merci pour cette précision. Alors, peut-être avez-vous des questions ou des précisions sur ce qui vient de vous être présenté? Oui, bah écoutez, monsieur, je n'ai pas donné la parole tout à l'heure. Sur certaines cartes, on voit des zones grises. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a vraiment pas de nappe ou qu'on manque encore de données? Est-ce que, du coup, il y a beaucoup de territoires qui ne sont pas équipés de suivi? Ah, c'est là où il y avait des massifs, non? C'est les Alpes et les Pyrénées, il me semble. Alors oui, c'est vrai qu'il y a souvent des massifs montagneux sont en gris. En fait, c'est parce que soit il y a beaucoup de petites nappes, et donc qui ont des comportements très hétérogènes et que c'est difficile de le représenter sur une carte nationale. Donc on produit également des cartes régionales sur lesquelles on peut avoir accès à une information un peu plus précise. Mais sinon, ça ne serait pas lisible, tout ça. C'est une question de lisibilité avant tout. Oui. Monsieur, et puis on va avoir le temps de prendre 4 questions. Merci de me donner la parole. Est-ce que vous pourriez commenter le rôle éventuel de pratiques agricoles différentes, avec labour ou pas labour, ou avec couvert intermédiaire, sur le rôle des nappes? Nous avons un agriculteur dans la table ronde. Alors, nous avons un agriculteur qui nous fait le plaisir d'être avec nous dans la table ronde suivante. Non, je vous le précise, comme ça peut-être qu'on pourra lui poser la question. Mais si j'étais capable de vous répondre, je le ferais, mais j'avoue que mais c'est sûr qu'il y a que certaines pratiques sont plutôt favorables à l'infiltration. Il y avait une conférence à l'Académie des sciences au cours de laquelle ça a été répondu plutôt assez nettement qu'il y a des pratiques qui sont moins favorables que d'autres. Donc vous avez la réponse alors? Pas dit. Vous auriez pu la partager. Bon, autre question. Allez-y, oui, madame. Bonjour, Valérie Dossatovin, je travaille au service statistique du ministère de l'écologie. Alors, dès que vous avez parlé de sécheresse des nappes, vous avez dit quand il y a une baisse des eaux souterraines, ça entraîne une baisse des eaux de surface, dans les eaux de surface, et en particulier en été, un assèchement des sources, etc. Vous avez cité toute une série d'impacts. Et donc, si je vous comprends bien, ce n'est pas du tout favorable aux bassines remplies avec des eaux souterraines en hiver. Donc là, oui,
C'est clair que plus on prélève de l'eau dans le milieu naturel, moins c'est favorable, c'est évident. Donc, quand on prélève de l'eau, quel que soit l'usage, pour mettre dans une bassine, pour irriguer, etc., on va baisser le niveau de la nappe. Alors, ça dépend à quel moment on le prélève également. Si on prélève en période de hautes eaux, c'est moins défavorable que si on le prélève en période de basses eaux. Je pense que c'est peut-être quelque chose... votre question me fait penser à une autre notion, c'est la notion de temporalité dynamique des nappes aquifères, où elles constituent vraiment des réservoirs. Alors, il y a un bon côté là-dedans, qui est celui ça nous donne une certaine capacité de gestion qui est plus importante que sur d'autres compartiments du sol. Et là, en l'occurrence, par exemple, il est évidemment conseillé d'opter pour des prélèvements en période de hautes eaux, à des périodes où l'eau s'écoulerait de toute façon pour aller vers d'autres endroits. Mais alors, après, il se pose toujours la question du cycle de l'eau, et qu'une eau que je prélève à un endroit qui allait ailleurs quelque part, elle avait de toute façon un désavantage à aller quelque part aussi potentiellement. Donc tout ça, il faut le repasser. Donc c'est cette approche globale, encore une fois, d'impact sur la biodiversité. Amont, aval, etc. Bien sûr. Tout à fait. À prendre en compte. Merci beaucoup. Oui, alors monsieur, vous levez la main avec la veste verte, parce que ça fait un moment qu'il lève la main, puis vous passerez à votre voisin après. Oui, merci pour votre exposé. Vous avez évoqué les problèmes de qualité de l'eau. Alors, est-ce que vous pouvez en dire un mot? C'est-à-dire, est-ce que la sécheresse, ça va risquer d'avoir un impact sur la qualité? Et qu'est-ce qu'il en est du suivi de la qualité des eaux souterraines par rapport aux intrants, qu'ils soient agricoles ou autres? Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose là-dessus? Oui, on pourra approfondir aussi avec le représentant d'Eau de Paris juste après, mais peut-être un premier... Oui, volontiers. Alors, évidemment, on a des suivis qualité, on essaie de concaténer l'ensemble des informations sur des bases de données qui rassemblent l'ensemble des informations et qui sont disponibles et consultables par tout le monde, sur les sites web notamment de France, etc., ADES, etc. Donc ce sont des bases de données donc, qui reprennent l'ensemble de ces données. Et puis l'autre question, elle était relative à l'impact sur la qualité. Donc l'impact sur la qualité, c'est qu'on peut avoir une tendance peut-être à l'augmentation de la minéralisation de l'eau. Et puis on a aussi une altération potentiellement de la température des eaux qui, elles, peuvent également, je dirais en effet rebond, avoir également des impacts. Mais là, je parle uniquement de l'impact du changement climatique. Je ne parle pas de l'impact des usages du sol, de l'ensemble des activités humaines qu'on peut avoir sur un bassin versant. Je parle uniquement de l'impact du changement climatique. Oui, alors juste à côté, voilà, allez-y. Oui, c'est juste une question. Bon, le problème des eaux souterraines, c'est qu'on ne les voit pas. Quand il y a des assais, comme ça a été montré tout à l'heure, bon, on voit bien qu'il peut y avoir potentiellement un problème. Vous avez dit 2500 points, finalement, piézomètre pour avoir... Est-ce que vous jugez que c'est suffisant en regard de la complexité et du nombre d'aquifères concernés ? Alors, c'est jamais assez, c'est sûr. Moi, si j'avais le choix, j'en ferais plus. Mais enfin, quand même, on a une chance quand même incroyable en France d'avoir un réseau qui est d'une densité extrêmement élevée. Donc, je pense que ça nous donne quand même une bonne vision des choses. Vous avez raison, on a plein de nappes de différentes tailles. On a des très petites, très hétérogènes. Donc, même au sein d'une même nappe, on a des comportements de piézomètres qui peuvent être très différents. Donc, on peut toujours améliorer, mais je pense qu'on peut déjà se satisfaire du réseau qu'on a actuellement. Merci beaucoup. Puis on ira un peu plus loin avec Delphine aussi, alliée tout à l'heure, sur la différence de dynamique de ces nappes. On pourra creuser encore ces sujets-là. Est-ce qu'il y a une toute dernière question à ce stade ? Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour cette introduction de la session 3 sur les nappes phréatiques. Bravo à vous.